Imagine comment serait ta vie si tu pouvais te réveiller chaque matin avec la détermination de recommencer, sans peur des erreurs ni des chutes qui ont laissé des marques en toi. Imagine que les doutes, l'insécurité et le manque de confiance cessent de gouverner chacun de tes pas. Cela semble difficile à croire, n'est-ce pas? Pourtant, les stoïciens l'ont déjà démontré. Alors que beaucoup restaient prisonniers du désespoir, eux ont appris à se reconstruire encore et encore, jusqu'à transformer chaque trébuchement en une occasion de revenir plus fort. Non pas parce qu'ils ne ressentaient ni douleur ni peur, mais parce qu'ils avaient découvert comment dominer leurs pensées et trouver la stabilité au cœur même de la tempête. Aujourd'hui, je veux te révéler comment, toi aussi, tu peux y parvenir grâce à 12 leçons stoïciennes qui t'apprendront à te relever, à retrouver confiance en toi, et à avancer avec discipline vers la meilleure version de toi-même. Si tu appliques ces enseignements, tu laisseras derrière toi les doutes, et les chutes n'auront plus de pouvoir sur toi, non pas parce que la vie sera plus facile, mais parce que toi, tu seras plus fort. Avant de commencer, descends dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je décide de recommencer à croire en moi ». Avec ce simple geste, tu t'engages à te relever avec fermeté et à ne plus permettre au passé de déterminer ton présent. Écris-le maintenant et entamons ce chemin de transformation. Ne manque surtout pas la dernière leçon, elle va réellement te laisser sans voix. Si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. Commençons. Leçon 1. Reconnais ta propre valeur. Combien de temps vas-tu encore douter de toi simplement parce que d'autres n'ont pas su voir qui tu es réellement? Combien de temps vas-tu remettre à plus tard la reconnaissance de ta propre valeur par manque d'approbation extérieure? Combien de fois vas-tu continuer à chercher à l'extérieur une validation que seul toi peux te donner? La confiance ne se construit pas grâce aux applaudissements, mais grâce à la connaissance de soi, cet espace intime dans lequel tu commences à découvrir qui tu es, au-delà de tes erreurs, de tes réussites et des étiquettes qu'on t'a imposées. Personne ne peut t'offrir une estime solide si tu n'es pas prêt à te regarder avec honnêteté. Et ce regard n'est pas là pour te juger, mais pour te comprendre, pour reconnaître tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as surmonté, tout ce que tu as appris à force de tomber et de te relever. Marc Aurèle l'avait compris lorsqu'il écrivait que nous devons regarder en nous-mêmes, car là se trouve la source du bien. Pas à l'extérieur. Pas dans le regard des autres, ni dans l'approbation de ceux qui changent d'opinion selon leur humeur ou leurs propres insécurités. Une force profonde naît lorsque tu prends conscience de tes vertus et de tes talents, lorsque tu cesses de les dissimuler pour ne pas déranger, lorsque tu les utilises avec intention plutôt qu'avec peur. Ce n'est pas de l'arrogance que de reconnaître ce dont tu es capable, c'est du respect envers toi-même. Pour en arriver là, tu dois cesser de te définir par ce que tu as mal fait, par les erreurs que d'autres ne te laissent pas oublier, par les anciennes versions de toi qui n'existent plus. Tes fautes n'annulent pas ta valeur. Tes blessures n'invalident pas tes capacités. Tes chutes ne font pas de toi quelqu'un d'indigne. Elles signifient simplement que tu es vivant, que tu es en chemin, que tu apprends. Épictète disait que ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Et ce choix commence par te rappeler chaque jour que tu n'as aucune raison de rester prisonnier de tes chutes. La dignité ne se perd pas parce que l'on commet des erreurs. Elle se perd lorsque l'on choisit de vivre dans la culpabilité, la honte ou l'idée que l'on ne mérite pas mieux. Et cela est faux. Tu mérites le respect, mais tu dois te l'offrir en premier, je mérite d'être écouté. Je mérite d'être traité avec dignité. Je mérite d'occuper la place que je construis par mon effort, et non celle que d'autres m'attribuent. Reconnaître ta valeur ne signifie pas refuser de t'améliorer, mais décider de grandir depuis la vérité, pas depuis l'humiliation. Certaines personnes se sentiront mal à l'aise lorsque tu commenceras à te voir clairement. Elles te préféraient quand tu doutais, quand tu demandais la permission d'exister, quand tu acceptais des miettes parce que tu ne savais pas ce que tu valais. Mais maintenant tu sais. Tu peux commencer à regarder tes forces avec amour, avec fermeté, avec calme. Personne ne va protéger ton estime à ta place. Personne ne guérira tes insécurités si tu ne fais pas le premier pas. Tu ne peux pas déléguer ta valeur, ni attendre que quelqu'un d'autre vienne te dire ce que tu sais déjà, mais que tu n'oses pas encore reconnaître. Sénèque disait que la plus grande victoire est la victoire sur soi-même. Et une part de cette victoire consiste à arrêter de mendier de l'approbation, à cesser d'étouffer tes talents, à ne plus diminuer ta voix pour ne pas déranger. Tu as le droit de marcher la tête haute, même si tu n'es pas parfait. De parler avec assurance, même si tu es encore en construction. De choisir avec dignité, même si certains ne comprennent pas. À partir d'aujourd'hui, arrête de te réduire pour entrer dans un moule.
Arrête de demander la permission d'être toi. Arrête de retarder la reconnaissance de ta valeur en espérant qu'un autre la valide. Elle est déjà en toi. Elle l'a toujours été. Il ne manquait que ton regard pour la voir. Si tu t'es déjà senti moins que ce que tu es réellement simplement parce que les autres ne le reconnaissaient pas, je t'invite à l'exprimer. Écrire, parfois, est la manière la plus honnête d'affirmer ce que tu sais déjà au fond de toi. Laisse ta trace dans les commentaires avec cette phrase « Je reconnais ma valeur et je n'ai pas besoin d'une validation extérieure pour l'affirmer ». Car lorsque toi, tu commences à y croire, le monde commence à te traiter différemment. Leçon 2. Apprends à dominer tes pensées. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Tout ce que tu ressens ne mérite pas ton attention. Et tout ce qui t'arrive ne requiert pas une réaction immédiate. C'est l'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la capacité à se gouverner soi-même. Le premier champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais dans ton esprit. C'est là que tout commence. Les pensées que tu répètes, les histoires que tu te racontes, les interprétations que tu fais, tout cela façonne ta réalité émotionnelle. Dominer tes pensées n'est donc pas un luxe philosophique, mais une nécessité vitale. Marc Aurèle le disait clairement, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu le penses. Cela demande de la discipline, de l'attention, de la pratique. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, mais de les observer sans leur laisser le volant. Le contrôle mental est la base du stoïcisme, car c'est la seule chose qui t'appartient véritablement. Tu peux tout perdre à l'extérieur, mais tant que tu peux diriger ton esprit, tu restes libre. La clé, c'est de distinguer ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Quand tu concentres ton énergie sur ce qui échappe à ton contrôle, tu t'épuises, tu te remplis d'anxiété, de frustration, de colère, et ton jugement se brouille. Épictète rappelait que nous ne sommes maîtres que de nos actions, de nos opinions et de nos désirs. Le reste, les décisions des autres, le passé, la météo, l'avenir incertain, ne dépend pas de nous. Accepter cela, c'est déjà une forme de liberté. Mais dominer la pensée ne se fait pas du jour au lendemain, c'est une pratique quotidienne, un entraînement constant. Cela signifie remarquer quand tu tombes dans des pensées négatives répétitives et t'arrêter. Cela signifie ne pas nourrir la colère quand quelqu'un te provoque. Cela signifie observer la peur sans la laisser paralyser tes choix. Dominer tes pensées ne revient pas à cesser de ressentir, mais à apprendre à placer chaque émotion à sa juste place. À ne pas agir depuis la blessure. À ne pas parler depuis la colère. À ne pas décider depuis la confusion. Et cela ne peut se faire qu'en cultivant la calme intérieure non pas comme une faiblesse, mais comme un pouvoir retenu, une présence consciente. La capacité de savoir que tu pourrais réagir, mais que tu choisis de ne pas le faire. Sénèque disait que beaucoup de souffrances auraient pu être évitées si nous avions été capables d'interrompre nos pensées au bon moment. Et il avait raison. Combien de fois as-tu dit des choses que tu ne pensais pas par incapacité à freiner ton esprit? Combien de décisions as-tu prises par peur? Combien de fois t'es-tu puni pour des choses qui n'existaient que dans ta tête? Dominer tes pensées n'est pas te déconnecter du réel, c'est te reconnecter à l'essentiel. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta tristesse, tu n'es pas ton anxiété. Tu es la conscience capable d'observer tout cela sans s'y identifier. Tu as plus de pouvoir que tu ne le crois, et ce pouvoir est intérieur. Il se trouve dans la manière dont tu choisis de raconter ton expérience, d'interpréter les faits, de nourrir certaines pensées, et d'en laisser d'autres mourir. Imagine une vie dans laquelle tes pensées ne t'emportent plus. Une vie où tu vois venir la tempête émotionnelle sans te laisser tremper. Une vie où les pensées négatives apparaissent, mais ne s'installent pas. Une vie où tu as la force de diriger ton esprit vers la sérénité. Cette vie n'est pas un fantasme, c'est le résultat d'une pratique, et tu peux commencer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence simplement par observer. Par respirer avant de réagir. Par questionner chaque pensée qui t'agite, car tout ce que tu penses n'est pas digne d'être cru. Si tu t'es déjà senti entraîné par des pensées que tu ne voulais pas suivre, laisse une marque de changement. Écris dans les commentaires. Je dirige mes pensées, elles ne me dirigent pas. Parfois, répéter une phrase avec conscience est le premier pas vers la transformation intérieure. Leçon 3. Transforme l'échec en enseignement. Il existe des chemins qui ne se révèlent qu'après une chute. Certaines leçons n'auraient jamais pu être apprises si tout s'était déroulé comme tu l'espérais.
Et même si, sur le moment, cela fait mal, même si tu sens le poids de l'échec peser sur tes épaules, le temps te montre qu'il ne s'agissait pas d'une fin, mais d'une transition, une étape nécessaire pour grandir. Chaque chute, aussi douloureuse soit-elle, contient une opportunité cachée, celle de mieux te connaître, de réordonner tes priorités, de réajuster ta route. Pour voir cette opportunité, il faut lâcher le jugement. Car si tu ne te concentres que sur ce qui a mal tourné, sur ce que tu n'as pas réussi, sur ce que tu as perdu, tu resteras enfermé dans la culpabilité et tu n'avanceras pas. Marc Aurèle le savait, la vie n'est pas d'attendre que les choses se passent comme on le veut, mais d'accepter ce qui arrive et de le transformer. Et cette transformation commence dans la manière dont tu interprètes l'échec. Non comme une défaite définitive, mais comme une étape du processus, une partie du chemin, jamais son terme. Évite de te juger avec dureté. Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ton faux pas. Tu n'es pas cette version de toi qui ne savait pas quoi faire à un moment précis. Tu es quelqu'un qui apprend, qui se forme, qui grandit à travers l'expérience, même la plus douloureuse. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas choisir tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir notre réponse. La meilleure réponse face à l'échec n'est ni l'autocritique excessive, ni l'abandon, mais la réflexion. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Quel schéma se répète? Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Si tu ne fais que te lamenter, tu t'enlises. Mais si tu réfléchis, tu évolues. Personne ne devient fort sans avoir senti la faiblesse. Personne n'atteint la sagesse sans avoir commis d'erreurs. Personne ne devient résilient sans avoir traversé des pertes. L'échec fait partie du chemin de ceux qui osent. Ceux qui ne tombent jamais sont souvent ceux qui n'ont jamais tenté quelque chose de réellement difficile. Sénèque disait que celui qui craint l'échec craint aussi le succès, car les deux exigent du courage. Et il avait raison. Accepter tes chutes sans rester au sol. Reconnaître tes erreurs sans t'y réduire. Te relever sans perdre foi en toi. Voilà le véritable courage. Voilà la vraie transformation. Pense à tout ce que tu as déjà surmonté. Au moment où tu pensais ne plus pouvoir avancer, et pourtant tu l'as fait. Aux fois où tu t'es trompé, puis où tu as agi mieux ensuite. Au moment où tu as touché le fond, mais où tu as trouvé une sortie. N'y a-t-il pas là de l'apprentissage? De la force? Du mérite? L'échec ne te définit pas. C'est ta capacité à te relever qui le fait. Transformer l'échec en enseignement, c'est une attitude, une décision intérieure, un regard plus sage sur toi et sur la vie. Ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. C'est regarder l'expérience en face et y découvrir une vérité, tu peux évoluer. Leçon 4, la discipline, source de confiance. La discipline n'est pas spectaculaire, mais elle est profondément transformante. Elle est silencieuse, constante, parfois inconfortable, mais incroyablement efficace. La motivation va et vient. La discipline, elle, devient ce fil invisible qui soutient ton progrès. Et au-delà des résultats extérieurs, elle t'offre quelque chose d'encore plus précieux, la confiance. Car respecter tes engagements renforce ton estime, ta structure, ta direction. Épictète disait que nous ne devons pas souhaiter que les choses soient faciles, mais souhaiter avoir la force de les affronter. Et cette force ne surgit pas de nulle part. Elle se cultive, s'entraîne, se construit par des actes répétés, des habitudes simples, des choix conscients. L'ordre intérieur crée une confiance extérieure. Lorsque tu structures ta journée, ton esprit se calme. Lorsque tu fais ta part, lorsque tu remplis ce qui dépend de toi, tu n'as pas besoin de te comparer, ni de chercher la validation extérieure. Tu avances, tu progresses, tu te respectes. La discipline n'est pas un châtiment, c'est une forme d'amour envers toi-même. C'est te dire que tu mérites de progresser, d'être ordonné, de vivre en accord avec tes valeurs. Quand tu comprends cela, elle cesse d'être une charge et devient un acte de respect personnel. Personne ne construit sa confiance du jour au lendemain. Mais chaque petit engagement tenu, même minime, t'envoie un message puissant, je peux compter sur moi. Et ce sentiment, avec le temps, devient force, sécurité, direction. Imagine te lever chaque matin en sachant que tu as déjà commencé à gagner, parce que tes habitudes sont là, fidèles alliés. C'est ce que fait la discipline, elle te libère du chaos, des émotions changeantes, des hésitations. Elle te donne une structure interne qui rayonne vers l'extérieur. Aujourd'hui, tu peux commencer. Pas avec un grand changement, mais avec un geste simple, un seul engagement,
une seule habitude, répétée. À partir de là, laisse la discipline faire son œuvre. Leçon 5. Sois maître de tes émotions. Certaines émotions arrivent comme des tempêtes, intenses, soudaines, difficiles à ignorer. Mais l'important n'est pas qu'elles apparaissent, c'est ce que tu fais avec elles. Il ne s'agit pas de prétendre que tu ne ressens rien, ni de céder à chaque impulsion. Il s'agit d'apprendre à te maintenir debout au milieu de la vague, de sentir sans exploser, de regarder à l'intérieur sans perdre ton équilibre. Les émotions font partie de la vie humaine. Elles ne sont pas tes ennemis, mais elles ne sont pas non plus tes maîtresses. Tu peux les écouter sans leur obéir. Tu peux les reconnaître sans agir sous leur ordre. Si tu ne t'entraînes pas à observer ce que tu ressens sans réagir immédiatement, tu vivras à la merci de ton état émotionnel. Et cela revient à céder ton pouvoir. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Cette interprétation intérieure naît très souvent d'émotions non apprivoisées. Être maître de tes émotions est donc un acte de responsabilité envers toi-même. Il ne s'agit ni de les réprimer, ni de les nier, cela ne ferait que créer frustration et tension. Mais il ne s'agit pas non plus de devenir esclave de chaque réaction, ni de justifier des paroles blessantes par « j'ai été en colère ». Le vrai contrôle émotionnel n'est pas la répression, mais la conscience. C'est la présence. C'est la pause. C'est ce petit espace entre ce que tu ressens et la manière dont tu décides de répondre. Sénèque disait que la colère affaiblit le sage. Elle n'est pas seulement une explosion, elle est une perte de clarté, une déformation du jugement, une porte ouverte au regret. La sérénité est la meilleure réponse, non parce que tu ignores ce qui arrive, mais parce que tu choisis d'agir avec perspective. Et cela, c'est du pouvoir. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à réagir vite, à nous défendre, à riposter. Le stoïcisme enseigne le contraire, que le véritable pouvoir est dans la maîtrise de soi. Être maître de tes émotions, c'est reconnaître que tu choisis ta réponse. Que tu peux ressentir la peur sans te rendre. Que tu peux ressentir la tristesse sans perdre espoir. Que tu peux ressentir la colère sans blesser. Ce n'est pas facile. Cela demande de la pratique, de l'entraînement, de la patience. Mais c'est possible. Et surtout, profondément libérateur. Imagine traverser un conflit sans perdre ton calme. Recevoir une critique sans croire que ta valeur est menacée. Faire face à une perte sans que ton centre ne s'effondre. C'est cela, la force intérieure. Commence simplement. Par t'arrêter quelques secondes avant de parler, avant d'agir, avant de décider. Ces secondes peuvent éviter des blessures, changer le cours d'une conversation, te sauver de jours de regret. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Seulement plus conscient. Chaque émotion porte un message, mais aucune n'est une commande. Entraîne-toi, non pour ne plus ressentir, mais pour ne plus être dominé par ce que tu ressens. Car celui qui ne gouverne pas ses émotions sera gouverné par elles. Et celui qui maîtrise son monde intérieur devient libre dans le monde extérieur. Si tu t'es déjà maintenu calme alors que tout invitait à exploser, tu as déjà gagné. Affirme-le, écris-le si tu veux. Je ressens, je respire, je choisis, je suis maître de mes émotions. Leçon 6. Vis dans le présent. Peu de choses génèrent plus de souffrance que d'habiter un temps qui n'existe pas. Le passé, avec ses ombres, ses erreurs et ses nostalgies, n'est déjà plus. Le futur, avec ses incertitudes, ses attentes et ses peurs, n'est pas encore arrivé. Et pourtant, nous passons une grande partie de notre vie dans ces deux lieux. Nous nous punissons pour ce qui a été. Nous nous inquiétons pour ce qui pourrait être. Et nous oublions la seule chose réelle, ce moment. Cet instant où tu respires. Cet endroit où tu te trouves. Cette seconde durant laquelle tu peux décider, agir ou simplement être. L'anxiété ne naît pas du présent. Elle naît de l'anticipation de ce qui pourrait mal tourner, de l'imagination d'événements qui n'ont pas eu lieu, de la tentative de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Cette recherche constante de certitude te déconnecte de la paix, t'éloigne de ton centre et te vole ta clarté. Le passé n'existe plus. Le futur n'est pas encore là. La seule chose que tu possèdes, c'est l'instant présent. Et même si cela semble simple, le vivre pleinement demande de la pratique, de l'attention et de la volonté. Marc Aurèle l'avait compris lorsqu'il écrivait « Ne laisse pas le futur te perturber, car tu y arriveras avec la même raison que celle que tu utilises aujourd'hui pour affronter le présent. » Ceci est un appel au retour. Un appel à sortir du bruit mental, à te reconnecter à l'immédiat.
Car dans l'instant présent, il n'y a ni culpabilité, ni anxiété, ni histoires inventées. Il n'y a que présence, action et réalité. Vivre le présent ne signifie pas oublier ton histoire ni ignorer tes objectifs. Cela signifie ne pas rester piégé dans ce que tu ne peux pas changer et ne pas te perdre dans ce qui n'a pas encore eu lieu. Cela signifie observer tes pensées sans les laisser t'emporter, reconnaître tes émotions sans les laisser dicter ton état. Le stoïcien trouve sa force dans l'immédiat parce qu'il sait que c'est là que réside son pouvoir, non dans ce qui est passé, ni dans ce qui pourrait se produire, mais dans ce qu'il choisit maintenant, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans la manière dont il respire. Chaque instant vécu consciemment est un acte de liberté, une affirmation de pouvoir personnel, un message adressé à la peur, je n'ai pas de temps pour toi. Je suis ici, en train de vivre. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de la sagesse. Vivre dans le présent affaiblit la peur. Cela lui retire son carburant, coupe le fil de pensée qui la nourrit. Sénèque disait que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Et il avait raison. Combien de fois as-tu souffert pour des choses qui ne sont jamais arrivées? Combien de fois as-tu revécu des erreurs comme si, en les répétant, tu pouvais les corriger? Combien de fois t'es-tu absenté de l'instant présent en attendant un moment parfait qui n'est jamais venu? Tu as toujours la possibilité de revenir. De respirer. De regarder ce que tu as devant toi. De trouver la beauté dans les choses simples. D'écouter avec attention. D'agir sans précipitation. Tu n'as pas besoin de grands changements. Juste d'une décision, être. Être plus présent. Être plus conscient. Être plus connecté à ce qui se passe maintenant. Car c'est ici que la vie se déroule. C'est ici que tu peux changer quelque chose, grandir, aimer, te reposer. Vivre dans le présent ne t'enlève ni l'ambition, ni la profondeur. Au contraire, cela te donne de la clarté et de la direction. Tu avances mieux car tu ne portes plus le poids du passé et tu ne fuis plus vers le futur. Tu es simplement ici. Et cela suffit. Si tu as déjà réussi à calmer ton esprit et à ressentir la paix d'un moment pleinement vécu, tu sais de quoi il s'agit. Et si tu ne l'as jamais ressenti, cet instant peut être le début. Tu n'as pas besoin de perfection, seulement d'intention, de présence et de pratique. Tu peux te le rappeler dès maintenant avec une phrase simple, le présent est mon refuge et ma force. Car chaque fois que tu choisis d'habiter le maintenant, tu gagnes en clarté, en liberté et en pouvoir. Leçon 7. Accepte ta vulnérabilité. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses, de garder la maîtrise, de paraître sûr de toi lorsque, intérieurement, tu souhaites simplement te reposer. Il y a une profonde dignité dans le fait d'admettre que tu ne peux pas tout gérer. Qu'il y a des jours où ça fait mal. Qu'il y a des moments où tu te sens petit, fatigué, dépassé. Cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Reconnaître tes limites, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre ta nature, honorer ton processus, lâcher le masque de perfection et t'accueillir avec honnêteté. Car la véritable force ne se trouve pas dans la négation de la douleur, mais dans la capacité de la regarder avec sérénité. Épictète le disait clairement, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait du mal, mais l'opinion que nous avons de ce qui nous arrive. Et bien souvent, cette opinion naît d'une exigence impossible, d'un jugement interne implacable, d'un idéal d'invulnérabilité qui ne fait qu'alimenter la culpabilité. L'auto-exigence extrême ne te rend pas plus fort, elle t'éloigne de toi-même. Elle te durcit, te tend, t'empêche de te connecter à ta vérité. Et sans cette connexion, il ne peut pas y avoir de véritable confiance. Celui qui se juge sans compassion finit par douter de sa propre valeur. Accepter ta vulnérabilité, ce n'est pas te résigner. C'est reconnaître que tu es en chemin, que tu te construis jour après jour, que tu peux avoir des blessures et avancer quand même, échouer et être toujours précieux, pleurer et rester digne de respect. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le stoïcisme n'est pas une philosophie d'endurcissement émotionnel, mais de clarté intérieure. C'est savoir ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. C'est accepter la condition humaine avec ses hauts et ses bas, ses incertitudes et ses fragilités, non pour Y enfermé, mais pour avancer avec plus de sagesse. Marc Aurèle écrivait ses méditations pour se rappeler qu'il n'était pas un dieu, mais un homme, avec ses doutes, ses émotions et ses faiblesses. Et dans cette reconnaissance, il trouvait sa force. Car il ne s'agit pas d'éliminer la vulnérabilité, mais de cesser de la cacher, de cesser de vivre dans la peur qu'elle se voit, de cesser de porter des masques qui t'éloignent de toi-même. Il y a une tendresse courageuse chez celui qui se regarde sans dureté,
qui se permet d'être sans exiger la perfection, qui s'embrasse même lorsqu'il n'est pas à son meilleur. Cette tendresse est nécessaire. Cette compassion est urgente. Car personne ne grandit sous la punition, sous l'exigence aveugle ou en ne voyant que ce qui lui manque. Sois compatissant envers toi-même dans ton processus. Non parce que tu ne peux pas t'améliorer, mais parce que l'amélioration née de l'amour est beaucoup plus puissante que celle née du rejet. Imagine vivre en sachant que tu n'as rien à prouver. Que tu n'as pas besoin de cacher tes blessures. Que tu peux demander de l'aide. Que tu peux t'arrêter lorsque tu en as besoin, changer d'avis, pleurer en silence, parler avec honnêteté, sans craindre que cela ne te fasse perdre de la valeur. Car cela ne t'en enlève pas. Cela t'humanise, te connecte, te libère. Aujourd'hui, tu peux choisir de te relier autrement à toi-même. Avec plus de douceur, plus de patience, plus de vérité. Tu peux commencer par arrêter de t'imposer d'être inébranlable. Tu peux commencer en écoutant ce que tu ressens sans te juger. Tu peux commencer en parlant avec la voix la plus difficile à entendre, celle de la compréhension. Si un jour tu as cru devoir cacher ta vulnérabilité pour être accepté ou respecté, tu peux écrire maintenant l'inverse. Tu peux l'affirmer avec ta propre voix. Je m'accepte entièrement. Même dans ma vulnérabilité. Car celui qui s'accepte sans condition commence enfin à vivre depuis un espace plus libre. Leçon 8. Entoure-toi d'un cercle qui t'inspire. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses, de maintenir constamment la maîtrise de toi-même, ni de paraître sûr alors qu'au fond, tu souhaiterais simplement te reposer. Il y a une profonde dignité dans le fait d'admettre que tu ne peux pas tout supporter, qu'il y a des jours où ça fait mal, et des moments où tu te sens petit, fatigué, débordé. Et cela ne te rend pas faible. Cela te rend humain. Reconnaître tes limites n'est pas un acte de reddition, mais un acte de compréhension. C'est honorer ton propre processus. C'est abandonner le masque de perfection pour t'accueillir avec honnêteté. La véritable force ne se trouve pas dans la négation de la douleur, mais dans la capacité de la regarder avec sérénité. Épictète l'enseignait clairement, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais l'opinion que nous en avons. Et souvent, cette opinion naît d'une exigence impossible, d'un jugement intérieur qui ne laisse aucun répit, d'un idéal d'invulnérabilité qui alimente la culpabilité. L'auto-exigence extrême ne te rend pas plus fort, elle t'éloigne de toi-même. Elle te rend plus dur, plus tendu, moins capable de connecter avec ta vérité. Et sans cette connexion, il n'y a pas de véritable confiance. Car celui qui se juge sans compassion vit dans la méfiance de sa propre valeur. Accepter ta vulnérabilité n'est pas renoncer. C'est reconnaître que tu es en chemin, que tu te construis jour après jour, que tu peux avancer même avec des blessures, que tu peux échouer tout en restant précieux, que tu peux pleurer sans perdre ta dignité. Le stoïcisme, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas une philosophie d'endurcissement émotionnel, mais de clarté intérieure. C'est discerner ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. C'est accepter la condition humaine avec ses hauts et ses bas, ses incertitudes et ses fragilités. Non pas pour s'y enfermer, mais pour avancer à partir de là avec plus de sagesse. Marc Aurèle écrivait ses méditations non pas comme un dieu, mais comme un homme, un être conscient, avec des doutes, des émotions, des trébuchements. Et dans ce simple constat, il trouvait de la force. Car il ne s'agit pas d'éliminer la vulnérabilité, mais d'arrêter de la cacher. D'arrêter de vivre dans la peur qu'elle se voit. D'arrêter d'utiliser des masques qui te séparent de toi-même. Il y a une tendre bravoure chez celui qui se regarde sans dureté, qui se permet d'être sans exiger la perfection, qui s'embrasse même lorsqu'il n'est pas à son meilleur. Cette tendresse est nécessaire. Cette compassion est urgente. Car personne ne grandit sous le poids du châtiment. Personne ne guérit sous l'exigence aveugle. Personne ne s'épanouit en ne regardant que ce qui lui manque. Sois compatissant envers toi dans ton propre processus. Non pas parce que tu ne peux pas t'améliorer, mais parce que t'améliorer à partir de l'amour est infiniment plus puissant que de le faire à partir du rejet. Imagine vivre sans avoir rien à prouver. Sans cacher tes blessures. En pouvant demander de l'aide, t'arrêter quand tu en as besoin, changer d'avis, pleurer en silence, parler avec honnêteté sans craindre que cela te diminue. Car cela ne te diminue pas. Cela t'humanise. Cela te relie. Cela te libère. Aujourd'hui, tu peux choisir une autre manière de te relier à toi-même, plus douce, plus patiente, plus authentique. Tu peux commencer par cesser de t'exiger d'être inébranlable.
Tu peux commencer par écouter ce que tu ressens sans te juger. Tu peux commencer à entendre la voix la plus difficile à écouter, celle de la compréhension. Si un jour tu as cru devoir cacher ta vulnérabilité pour être accepté ou respecté, aujourd'hui tu peux affirmer le contraire. Tu peux l'écrire, le dire, le déposer. Comme un acte de vérité. Leçon 9. Trouver la force dans l'adversité. Tout ce qui ressemble à un obstacle n'est pas venu pour te détruire. Parfois, ce qui semble fait pour te briser est exactement ce qui te forge. Il y a des moments où la vie serre, où tout perd son sens, où le sol tremble sous tes pieds. Et c'est là, précisément là, que tu peux découvrir une force dont tu ignorais l'existence. Ce n'est pas que la douleur soit bonne en soi, mais elle peut devenir un catalyseur. Un outil de transformation. Une épreuve révélatrice de ta substance. Les difficultés sont un entraînement au caractère. Ce sont ces circonstances exigeantes qui t'invitent à choisir, t'arrêter ou te relever, te définir par la chute ou par la manière dont tu te redresses. L'adversité est une maîtresse dure mais efficace. Elle ne demande pas si tu es prêt. Elle ne t'attend pas. Elle arrive, secoue, exige. Et c'est toi qui décides comment répondre. Marc Aurèle n'écrivait pas depuis une tour d'ivoire ou en temps de paix. Il écrivait au milieu des guerres, des pertes, des maladies, des trahisons. Pourtant, il trouvait la grandeur au cœur même de la crise. Car il comprenait l'essentiel, tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu peux contrôler ce que tu en fais. C'est cela, la vraie liberté. Non pas éviter la tempête, mais garder le gouvernail ferme en traversant ces vagues. Quand tout est facile, rester serein et simple. Mais la véritable tempérance se manifeste lorsque le chaos t'entoure. C'est dans ces moments que ton caractère se polit, que tes valeurs sont mises à l'épreuve, que tes convictions prennent vie ou s'effondrent. Ne cherche pas une vie sans défi. Cherche-toi, toi, au milieu d'eux. Chaque difficulté affrontée avec fermeté renforce ta confiance, non seulement parce que tu avances, mais parce que tu apprends que tu peux, que tu as des ressources intérieures, que tu es plus résilient que tu ne l'imaginais. Et cette certitude ne vient d'aucun éloge ni d'aucun succès extérieur. Elle vient de l'expérience même de résister, de t'adapter, de grandir au cœur de la douleur. Sénèque disait qu'aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige. Mais si ton objectif est clair, même les vents contraires peuvent t'aider à naviguer. Les crises sont des moments de définition. Elles t'obligent à revoir ce qui compte vraiment, à lâcher l'inutile, à revenir à l'essentiel. Et même si cela fait mal, ce qui fait mal, souvent, purifie. Cela te rend plus conscient, plus présent, plus sélectif avec ton énergie. Voir l'adversité comme une opportunité n'est pas la nier, ni glorifier la souffrance. C'est la regarder droit dans les yeux et dire, ceci aussi me forme. Car tout ce que tu admires chez les autres, leur force, leur paix, leur confiance a probablement été forgé dans le feu d'une bataille intérieure. Il ne s'agit pas de rechercher la difficulté, mais d'être prêt quand elle arrive. De ne pas te briser facilement. De ne pas te perdre lorsque tout devient incertain. De te rappeler qu'en toi vit une force plus ancienne que tes peurs, une force discrète mais solide, silencieuse mais agissante. Elle ne s'achète pas. Elle ne se reçoit pas. Elle se construit, s'entraîne et se révèle surtout dans les temps difficiles. Pense à chaque fois où tu es tombé et où tu t'es relevé. À chaque situation que tu croyais insurmontable et qui aujourd'hui fait partie de ton histoire. Ce sont tes victoires invisibles, tes fondations. Si tu traverses un moment difficile, ne identifie pas traverse-le, mais ne installe pas ressent, mais ne reste pas piégé. Apprends, mais ne te contente pas de survivre. Choisis d'évoluer. Aujourd'hui, tu peux te rappeler le chemin parcouru. Tu peux transformer cet instant en point d'inflexion. Tu peux affirmer que ton histoire ne s'arrête pas ici. Leçon 10. Pratique la gratitude quotidienne. L'esprit humain a tendance à se fixer sur le manque, sur l'erreur, sur ce qui n'a pas fonctionné comme tu l'espérais. C'est une réaction instinctive, presque automatique. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois l'accepter comme définitive. Il existe une pratique simple, puissante et profondément transformante, capable de changer cette inertie, la gratitude. Pratiquer la gratitude quotidienne n'est ni un acte superficiel ni un cliché émotionnel. C'est une manière de réentraîner ton regard, d'orienter ton attention vers ce qui est réellement présent, de choisir consciemment de valoriser plutôt que de te plaindre. Être reconnaissant change ton focus vers le positif. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre que tout va bien.
Cela signifie reconnaître que, même au milieu du chaos, il existe toujours quelque chose pour lequel tu peux remercier, un apprentissage, une conversation, une opportunité, un nouveau jour. Lorsque tu entraînes ton esprit à chercher ce que tu as, au lieu de rester prisonnier de ce qui te manque, tu commences à vivre avec plus de légèreté, de paix et de clarté. La gratitude te connecte au réel, pas à l'illusion du parfait. Elle t'ancre dans le présent. Elle te rend conscient de tes ressources, de tes progrès, des personnes qui t'entourent, des petits gestes qui, si tu les observes avec attention, sont en réalité immenses. Reconnais tes réussites, même les petites. Tu n'as pas besoin d'avoir changé le monde pour te sentir fier. Parfois, simplement te lever alors que tu n'avais aucune force est déjà une victoire. Parfois, écouter, dire « je suis désolé », pardonner, laisser tomber une plainte, rester calme, tout cela compte et mérite d'être remercié. Parce que la gratitude n'est pas passive, elle est active. Elle consiste à reconnaître ce qui a de la valeur, et depuis cet endroit, à créer encore plus de valeur. C'est regarder ton histoire avec une autre lentille. Une lentille qui ne supprime pas les blessures, mais met en lumière les apprentissages. Une lentille qui ne cache pas l'effort, mais célèbre chaque pas. L'un des bénéfices les plus profonds de la gratitude est qu'elle élimine la comparaison toxique. Quand tu remercies ce que tu as, tu cesses d'envier ce que les autres possèdent. Non pas parce que tu arrêtes de désirer les bonnes choses, mais parce que tu ne les désires plus depuis la sensation de manque, mais depuis une abondance intérieure. Tu te rends compte que l'essentiel est déjà avec toi. Que tout ne se mesure pas en chiffres, en objets ou en objectifs atteints. Qu'il existe une richesse invisible, mais pourtant profondément réelle. La gratitude te rappelle ce que tu possèdes déjà, et cela crée une base émotionnelle solide depuis laquelle agir. Ce n'est pas du conformisme, mais de la présence. Ce n'est pas renoncer au progrès, mais ne pas oublier ce qui a déjà été accompli. Sénèque disait, « Celui qui ne valorise pas ce qu'il a ne sera jamais satisfait ». Il avait raison. Tu peux tout avoir et te sentir vide, ou avoir peu et te sentir rempli. La différence ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Tu peux commencer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Il suffit de prendre quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. La gratitude ne résout pas tous les problèmes, mais elle change la manière dont tu les affrontes. Elle te rend plus résilient, plus aimable, plus patient, et aussi plus généreux. Car lorsque tu te sens rempli, il t'est plus facile de partager. Et cela crée un cycle d'abondance qui ne dépend pas du matériel, mais de ton attitude. Aujourd'hui, tu peux faire ce choix. Commence par une seule phrase, une affirmation simple mais puissante. Écris-la comme un rappel, un engagement, un acte de conscience. J'ouvre les yeux pour remercier chaque jour, même pour les petites choses. Car celui qui remercie transforme. Et celui qui transforme son regard transforme sa vie. Leçon 11. Maintiens la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Fais mémoire, combien de fois as-tu dit que tu ferais quelque chose sans le faire? Combien de fois as-tu défendu une valeur en parole, mais l'as trahi par tes actions? Il ne s'agit pas de te juger avec dureté, mais de t'observer avec honnêteté. Parce que maintenir la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais n'est pas un idéal lointain, c'est une discipline quotidienne. Et pas pour les autres, mais pour toi. Lorsque tu vis en contradiction avec toi-même, quelque chose se brise à l'intérieur. Une fissure qui, même invisible, affaiblit ta confiance. La confiance ne naît pas par hasard, elle se construit avec de l'intégrité. Pas avec de belles paroles, mais avec des actes alignés sur ce que tu dis croire. Elle se renforce lorsque tes promesses ne deviennent pas des excuses. Lorsque ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais avancent dans la même direction. Ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Ne t'engage pas dans l'enthousiasme si tu sais que tu n'agiras pas avec discipline. Ne te mens pas en te disant que demain sera différent si tu ne changes rien aujourd'hui. Car chaque fois que tu romps une promesse, tu te romps toi-même. Les autres ne le voient peut-être pas, mais toi, tu le sais. Tu portes cette dissonance. Tu vis avec cette incohérence, et elle mine ta sécurité intérieure. La cohérence est puissante. Quand tu te respectes, les autres te respectent aussi. Parce que tu dégages de l'authenticité. Parce qu'on voit que tu ne te contentes pas de discours, tu incarnes ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de convaincre, ni de prouver, ni d'expliquer. Il suffit que tu vives ce que tu affirmes. Marc Aurèle,
au sommet de son pouvoir en tant qu'empereur, écrivait chaque jour pour se rappeler ses principes. Il savait que la tentation de s'en écarter était permanente. Il savait que son entourage pouvait justifier toutes les incohérences. Mais il savait aussi que sa plus grande bataille était contre lui-même. Alors il écrivait, pour ne pas s'oublier. La cohérence ne demande pas la perfection, mais l'attention. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de reconnaître lorsque cela arrive et de corriger. Il s'agit d'avoir le courage d'admettre une incohérence et de la redresser. Il s'agit d'être humble pour grandir, et ferme pour préserver ses convictions. Si tu veux construire une vie solide, commence par aligner tes pensées avec tes actions. Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Aujourd'hui, avec ce que tu as, où tu es. Si tu dis que tu valorises le respect, pratique-le même lorsque tu es en colère. Si tu dis que ta santé compte, fais des choix cohérents avec cette priorité. Si tu prêches la patience, cultive-la précisément dans les moments où elle te manque. Et si tu tombes, car tout le monde tombe, relève-toi avec plus de clarté. Réaffirme ce en quoi tu crois et ajuste ce que tu fais. Car chaque ajustement vers la cohérence te rend plus puissant intérieurement. Et ce pouvoir ne vient de personne d'autre que toi, il vient du fait que tu peux te faire confiance. Quand tu dis « je le ferai », tu le fais. Quand tu te fixes une direction, tu la suis. Quand tu t'engages, tu tiens. C'est une forme profonde d'estime de soi, parce qu'elle ne dépend pas des compliments extérieurs, mais de preuves internes. Si ce message fait écho à ce que tu vis, déclare-le comme un acte de conscience. J'agis en cohérence avec ce que je pense. Car l'intégrité commence avec moi. Leçon 12, choisis de te relever encore et encore. Ce n'est pas la chute qui définit ton histoire, mais ce que tu décides de faire après être tombé. Tout le monde trébuche, tout le monde échoue, tout le monde a déjà senti qu'il ne pouvait plus avancer. Mais il existe une différence essentielle entre ceux qui restent au sol et ceux qui, malgré les blessures, la fatigue ou les doutes, choisissent de se relever encore une fois. Le stoïcien ne se rend ni au premier coup, ni au deuxième, ni au troisième. Car il comprend que chaque chute n'est pas une sentence finale, mais une partie du chemin. Il sait qu'il n'existe pas de force sans épreuve, ni de caractère sans friction. Tomber fait partie du processus de renforcement. Ce n'est pas une erreur à éviter à tout prix, mais une expérience qui peut te polir si tu sais comment la regarder. Le problème n'est pas d'échouer, mais d'abandonner sans avoir essayé encore une fois. De croire qu'un trébuchement annule tout le progrès. De penser que la douleur invalide ta valeur. Ce n'est pas vrai. Car même dans tes moments les plus bas, il existe en toi une étincelle qui peut se rallumer. Une force qui, même affaiblie, ne disparaît jamais complètement. Cette force s'appelle la résilience. Et chaque fois que tu te relèves, tu la renforces. Il ne s'agit pas de nier la fatigue, ni de faire semblant que ça ne fait pas mal. Il s'agit d'apprendre à avancer malgré la peur. De marcher même sans voir clairement. D'essayer à nouveau, sachant que le succès n'arrive pas toujours vite, mais que la transformation, elle, se produit dans l'effort constant. Marc Aurèle l'a vécu comme empereur et comme homme. Il savait que le poids des responsabilités pouvait écraser. Que les batailles étaient plus internes qu'externes. Que les pensées pouvaient devenir des ennemis si on ne les entraînait pas. Et pourtant, il écrivait, méditait, réfléchissait. Non pas parce qu'il avait tout conquis, mais parce qu'il comprenait qu'il devait chaque jour se rappeler qu'il pouvait recommencer. Chaque nouveau effort t'approche d'une confiance plus profonde. Non parce qu'il garantit un résultat immédiat, mais parce qu'il prouve que tu es capable de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de continuer, même lorsque le chemin monte. Chaque fois que tu décides d'avancer, même lentement, même avec des doutes, tu réécris ton histoire. Tu construis un caractère qui ne repose pas sur la perfection, mais sur la persistance. Et cela vaut plus que n'importe quel succès visible. Car il existe des victoires silencieuses que toi seul connais, ce jour où tu t'es levé alors que tu voulais abandonner, cette conversation difficile que tu as choisi d'affronter, cet objectif que tu as repris après de nombreux échecs. Voilà tes batailles gagnées, tes preuves de force, tes mérites invisibles. Et si tu y réfléchis, tu verras que tu es tombé souvent, mais que tu t'es relevé autant de fois. Que tu as eu peur, mais que tu as avancé. Que tu as douté, mais que tu n'as jamais cessé de chercher. C'est cela, ton histoire réelle, pleine de courbes, de pauses, de détours inattendus, mais aussi de détermination. Ne te punis pas d'être tombé. Félicite-toi d'avoir continué. D'avoir choisi de te relever encore et encore.
De ne pas t'être abandonné. Sénèque disait que la difficulté révèle l'homme, et c'est vrai. Quand tout va bien, il est facile de se croire fort. Mais lorsque tout semble contre toi et que tu choisis malgré tout de continuer, là se trouve ta véritable force. Celle qui n'a pas besoin d'applaudissements. Celle qui naît dans le silence et se manifeste dans chaque nouvel essai. Aujourd'hui, tu peux choisir d'essayer encore une fois. De croire en toi à nouveau. De recommencer. Peu importe combien de fois tu as échoué. Peu importe combien de voix disent que tu ne peux pas. S'il reste en toi une once de volonté, c'est suffisant pour faire le prochain pas. Ne cherche pas à le faire parfaitement. Fais-le avec courage. Avec intention. Avec l'engagement d'être loyal envers toi-même, même lorsque personne ne le remarque. Et si ces mots ont touché quelque chose en toi, laisse une trace dans les commentaires avec cette phrase « Aujourd'hui, je choisis de me relever encore une fois. » Car celui qui se relève vainc déjà son passé et bâtit un futur plus fort. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris « Ma force est plus grande que mes chutes ». Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer de créer du contenu similaire. Tu peux également consulter les 2 dernières vidéos recommandées. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve dans notre prochaine aventure.